Au chapitre sur la régression, on a vu qu'il était possible de faire de la régularisation afin d'éviter le surapprentissage, donc d'éviter l'overfitting. Eh bien, en classification, on peut aussi faire de la régularisation. En fait, on fait pas ça juste de temps en temps, on fait ça littéralement tout le temps. C'est la norme. Donc, voici un cas de figure où la régularisation peut aussi être très utile. Vous avez un point ici qui est à la position 1, 1. 1 ici, c'est le billet. Donc, 1, 1, 1, c'est le vecteur X. Et là, j'aurais deux configurations qui sont différentes, deux réseaux différents. Il y en a un qui aurait les paramètres 1, 0, 0, l'autre aurait un tiers, un tiers, un tiers. C'est deux réseaux différents. Or, si je prends le produit scalaire entre les poids W1 avec X et le poids W2 avec X, j'obtiens dans les deux cas la même chose. Donc, comment est-ce que je fais pour distinguer lequel est le meilleur des deux? Ben, en général, celui qui va être le préférable, ça va être celui dont les poids sont les plus petits possibles. Donc, la solution pour faire ça, c'est de type maximum a posteriori, comme on a vu avant. À savoir, si je fais un maximum de vraisemblance, on l'a vu, on commence à l'avoir vu plusieurs fois là, depuis le début du cours. Un maximum de vraisemblance, c'est un terme où on a une valeur qui est connue, étant donné une valeur qui est inconnue. Okay? Donc, je veux maximiser les probabilités, et là, je peux faire toutes sortes d'hypothèses, Bayes, hypothèses d'indépendance et le reste et le reste. Mais à la fin, ça revient à minimiser la somme de moins log d'un terme ici. Et ça, c'est ce qu'on appelle une fonction de perte de type maximum de vraisemblance. Par contre, si je fais un maximum a posteriori où là, j'ai pris D et W, je les ai inversés, à la fin, en faisant, comme on l'a vu précédemment, un certain nombre d'hypothèses simplificatrices, on se retrouve à avoir la somme de ce terme-là ici, qui est la vraisemblance, plus lambda fois un terme de régularisation. Et ce terme-là ici va être faible quand le contenu de W tend vers 0. Donc, il est très fréquent en technique d'apprentissage de combiner différentes fonctions de coût avec différentes fonctions de régularisation. Donc, je vous donne un exemple. Donc, de façon très générique, on pourrait dire que la fonction que je cherche à minimiser, ça serait la somme. Là, j'ai mis le terme L ici pour loss en anglais, ou enfin une fonction de perte ici, plus un terme de régularisation. Le terme de régularisation, depuis le début du cours, on parle surtout d'un terme L2, mais ça pourrait être aussi un terme L1, qui est au fond la somme des valeurs de W en valeur absolue. Donc, on peut prendre un ou l'autre. Donc, par exemple, je pourrais dire, tiens, je vais utiliser la hinge loss plus une régularisation L2. Ça me donnerait quelque chose comme ça ici. Donc, j'ai un réseau de classification linéaire. Puis j'utilise la hinge loss ou la SVM loss et le gradient de E par rapport à W, ben ça me donne l'équation que voici. Et je pourrais optimiser cette équation-là ici à l'aide d'une descente de gradient par batch ou une descente de gradient stochastique. Je pourrais aussi utiliser une entropie croisée, une régularisation L2. Si j'utilise une entropie croisée, il faut bien comprendre que la sortie de notre réseau, c'est une sigmoïde, sinon ça n'a aucun sens. Mais donc, si on a un réseau, une régression logistique avec une sigmoïde, je peux avoir une entropie croisée avec une régularisation L2, comme ça ici, et donc le gradient me donnerait quelque chose comme ça, et je pourrais optimiser le réseau, donc trouver les meilleurs paramètres W avec une descente de gradient, comme on l'a vu précédemment. Donc, si vous allez sur Scikit-Learn, la page de Scikit-Learn, vous allez voir toutes sortes de tutoriels qui sont relativement intuitifs, avec une documentation qui est très bien fournie, avec des exemples et tout. Donc, il y a une classe qui s'appelle SGD Classifier, donc SGD pour Stochastic Gradient Descent. Donc, c'est un classifieur qui fait des descentes de gradient stochastique. Vous pouvez déterminer la loss utilisée. Donc, ici, c'est la loss du perceptron. Ça, c'est le critère du perceptron. Le taux d'apprentissage, donc learning rate, est constant. On l'a initialisé ici à une valeur de 1, ce qui est une valeur peut-être un peu élevée. En général, ça va être plutôt de l'ordre de 10-2, 10-3, même 10-4 à la limite. Et on a ici un nombre maximum d'itérations de 1000. Donc, après 1000 itérations, l'algorithme se termine.
Je pourrais aussi décider d'utiliser la loss qui est log. Bon, log, c'est la cross-entropie. Avec encore là un taux d'apprentissage qui est constant. Et je pourrais utiliser une hinge loss, par exemple. Ici, j'aurais utilisé un terme de pénalité de type L2. Ici, il n'y a aucun terme. Donc ça serait du type maximum de vraisemblance. Ça, c'est un maximum de vraisemblance parce qu'il n'y a aucune régularisation. Tandis qu'ici, on a rajouté une régularisation. Ça fait que ça serait plutôt du type MAP, maximum a posteriori. Et le alpha ici, c'est le scikit-learn, ce que scikit-learn appelle alpha. Nous, dans les équations de la page précédente, c'était le lambda qu'on utilisait. Là. Si je reviens en arrière, c'est le lambda qui est ici. Là. Eux, ils appellent ça alpha. Avec un taux d'apprentissage qui est égal à 1. Et le taux d'apprentissage ici, c'est inverse scaling. Donc, ça veut dire qu'au fur et à mesure que les itérations augmentent, mais le taux d'apprentissage va décroître de façon inversement proportionnelle au nombre d'itérations.